Nous allons accueillir un réalisateur qui est l'une des voix les plus singulières du cinéma français, qui est aussi metteur en scène, romancier. Depuis ses débuts avec 17 fois Cécile Cassard jusqu'à Bartolomeo, en passant par les chansons d'amour, Plaire, aimer et courir vite, le lycéen, il y a dans sa filmographie est traversée par une urgence de vivre, de danser, d'aimer, pour s'arracher à la solitude, tromper le chagrin. C'est un cinéma qui est tenté par les souvenirs, par les fantômes. Vous m'entendez ? Qui est tenté et qui est plein de vitalité, un cinéma du désir, qui à la fois qui baigne dans la littérature, mais pour lequel la musique est bien plus qu'une bande son comme chez Demy, comme chez Jarmouche. La musique est vraiment le cœur battant de ces films. Alors c'est tout naturellement que lorsqu'on lui a proposé de nous parler de son amour pour le cinéma américain, qu'il nous a proposé de prendre un petit chemin de traverse et de vous proposer un jukebox cinéphile et sentimental. Pendant 1 heure, il va partager les films qui ont été importants pour lui, qui l'ont marqué, et tout cela en musique. Je vous demande d'accueillir Christophe Honoré. Bonjour. Alors attendez, je vous sers un petit peu d'eau pour que vous soyez confortable. Est-ce que votre Vous aviez un drôle de fonctionne ? reflet sur le visage, en fait. Vous étiez toute purple rain un petit peu. Mais moi, j'aime bien être Mais purple. ouais, c'est tout Être à un fait peu bien. Et puis on velvet. démarre avec une chanson, Prince, Purple Rain, tout va bien. On change tout le programme, on refait. Allez, En fait, faisons c'est ça. pas une masterclass, c'est une boom. Que nous Non, vous non, non, proposons. promettez pas ça parce qu'on va malheureusement parler, et puis. Alors, Bref. justement, moi, ça m'intéresse parce que on vous a proposé cet exercice, tout de suite, il y a eu cette volonté de partir vers le chemin de traverse, un petit peu musical. Et déjà, c'est un indice de votre cinéphilie américaine. Bon, c'est un indice de qu'est-ce qui constitue une cinéphilie. Finalement, on sait bien que ce soit sur le cinéma américain, français, etc. La cinéphilie, elle se joue toujours sur des fétiches. Que ce soit les acteurs, les actrices, souvent quand on est jeune, ça commence un petit peu par ça. On fétichise comme ça des visages qu'on va retrouver de fiction en fiction, et puis après, voilà, on peut passer au metteur en scène. Mais c'est vrai que le moment musical dans un film, une chanson soudain peut suffire à la fois nous ramène à un film qu'on a pu voir il y a 5-6 ans, en disant ah mais c'est vrai que la première fois que j'ai entendu cette chanson, c'était dans ce film-là. Ou alors, au contraire, en fait, quand soudain on découvre un film et à l'intérieur, soudain émerge une chanson qui appartient à notre propre histoire, parce que j'en sais rien, c'était notre premier slow ou quelque chose. Enfin, en général, c'est toujours très lié quand même à un truc sentimental. C'est comme si soudain le film nous envahissait à un autre endroit, enfin, où on devient un spectateur, où on partage une intimité. Voilà. C'est vrai Donc, qu'au point de départ, on ne sait pas pourquoi. Parfois, on s'approche d'un film, mais à l'époque des cassettes, on avait cette volonté de rewind et de revoir certains passages en permanence, de fétichiser des passages. oui, d'ailleurs, c'était assez terrible au lycée quand, en général, on recevait une cassette de quelqu'un qui disait « Ah, c'est mes musiques de films préférées ». C'était interminable. Puis il y a toujours le Grand Bleu dedans, en plus. Mais enfin, on a tous vécu. Enfin, pour ceux qui ont connu les On a cassettes, tous nos secrets honteux. c'était assez terrible. En général, il y avait les chariots de feu, il y avait, voilà, il y avait. Mais faut garder ses goûts musicaux pour soi, en général. Seul dans sa chambre, Ouais, en boucle. c'est pour ne pas croire que ça intéresse les gens. Alors justement, on va parler de votre adolescence. On va commencer par le commencement, parce que votre vie commence à l'état adolescent, cher Christophe, et votre cinéphilie. Et comment vous étiez à cet âge-là, tout petit ? Oula, à l'âge... À quoi il ressemblait Christophe Honoré ? J'étais plus maigre, hein, déjà, ce qui était une bonne On l'était chose. tous, Christophe. Non, j'étais un enfant et un adolescent breton, donc j'étais relativement robuste. J'étais relativement secret, je pense, par rapport à ma famille. J'étais très menteur. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit ma mère. Ouh, t'as toujours menti, Christophe. Et il y avait un truc sur la sensualité aussi qui était important, je me souviens. Quel genre d'adolescent j'étais. Après, ça dépend aussi quelle borne on met un peu à l'adolescence. Moi, j'étais un adolescent très différent avant 15 ans et après 15 ans. On va dire jeune adolescent. Voilà, donc ma préadolescence, c'était
je sais pas, c'est le genre d'adolescent, j'étais quoi, ouais, qui le mercredi après-midi allait avec sa prof de biolo récupérer des têtards. Vous voyez, j'étais un peu trop au premier de la classe, je pense. Et puis ça a bien vrillé après 15 ans, en fait, où là, non, j'étais plus tellement têtard. Et donc voilà, j'étais surtout un enfant. Voilà, moi j'habitais dans une ville qui s'appelle Rostronin. Une ville, c'est beaucoup dire, parce que je sais pas, il devait y avoir 2500 habitants, et en plein milieu de la Bretagne. Mais j'avais la chance qu'il y avait un cinéma qui s'appelait le Ciné-Brest, qui fonctionnait le vendredi, samedi, dimanche. Et voilà, donc c'était pour moi un peu la porte d'entrée, voilà, vers le cinéma. Alors, pour ouvrir ce chapitre des années adolescentes, vous avez choisi ça. Je dirais que ça marche. En fait, on n'attrape jamais les chansons, on va les mettre en entier. Moi, j'aime bien. Moi, je pense que vous pouvez danser pendant cet entretien. Alors, pourquoi Grease? Parce qu'on m'a interdit d'aller voir ce film. Mais alors, pourquoi? Parce que c'est pas un film où il y a vraiment des choses, il n'y a pas vraiment une sexualité, c'est un film assez puritain. Pour moi, la cinéphilie, elle a démarré par des films que je n'ai pas vus. Et Grease fait vraiment partie des films que je n'ai pas vus. Je me souviens, ça doit être 78, donc j'avais 8 ans. Vraiment, je me souviens du très grand conflit, parce que j'avais un frère aîné qui avait 3 ans de plus, qui était allé voir Grease, qui de toute évidence ça l'intéressait pas des masses, et alors que moi je savais que c'était un film pour moi, à 8 ans je savais que c'était exactement le film que je devais voir. Et c'était le pitch, c'était quoi? C'était un peu, parce qu'on entendait déjà quand même les chansons à la radio, c'était Travolta, c'était Olivia Newton-John, c'était l'idée de la comédie musicale, je sais pas, et donc c'était très violent en fait pour moi de ne pas voir ce film, que du coup je n'ai jamais vu. J'en ai vu des extraits, voilà, mais j'ai toujours refusé de voir ce film en entier pour rester avec l'idée que c'était un film qui me tenait tellement à cœur. J'étais à l'école primaire, etc., mais je me souviens très très bien de l'affection forte que j'avais pour ce film, en ne l'ayant absolument pas vu. Mais est-ce que vous le recomposiez par rapport à ce qu'on vous a raconté? Est-ce que vous faisiez le Dr Frankenstein de Grease? Non, mais quand vous voyez, puisque là on va parler du cinéma américain, en tout cas c'était un rêve américain pour moi. Voilà, ça représentait exactement le rêve américain, et d'ailleurs ça continue. Je pense que les films que je préfère sont des films de teenage dans le cinéma américain. C'est cette idée comme ça des bandes, parce que je sais bien que et puis surtout j'en voulais beaucoup à ma mère, parce qu'un des films préférés de ma mère, qui n'était pas du tout cinéphile, etc., mais elle parlait beaucoup de West Side Story, voilà, et puis elle s'appelait Marie-Dominique, donc pour elle Marie, tout ça, enfin voilà, et je lui disais t'as ton West Side Story, j'ai pas de raison de pas avoir mon Grease, vous voyez. Évidemment. Il y avait quelque chose qui était très logique. Et donc, je n'ai jamais vu ce film-là. Et c'est vrai que pour démarrer cette conversation, je me suis dit que c'était bien de parler d'abord des films que je n'avais pas vus, mais qui me faisaient rêver du cinéma américain. Et il y avait un autre film qui me faisait... Parce qu'à l'époque, j'étais... donc je casse beaucoup de mythes aujourd'hui. Je lisais un magazine qui s'appelait Salut. Ah, waouh. Donc c'était pas les cahiers du cinéma, autant vous dire, Salut. Et je me souviens d'un film qui s'appelait Le Lagon Bleu. Du même réalisateur d'ailleurs. C'est le même réalisateur? C'est le même réalisateur? Non. Oui, non. J'ai pas vérifié. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Lagon Bleu. C'était en gros des adolescents. Alors il y avait Brooke Shields. Très honnêtement, c'était plutôt le garçon bleu blond qui me fascinait. Donc je ne me souviens absolument plus du prénom. Et ça, c'était pareil. Il passait au Ciné-Brest, le Lagon Bleu, vous voyez, au fin fond de la Bretagne. Et il n'y avait aucune raison que je n'avais pas à voir le Lagon Bleu. Et j'avais un interdit parental sur le Lagon Bleu. Parce qu'il y avait cette idée qu'il y avait une certaine sensualité, etc. Une romance, effectivement. C'est des jeunes enfants qui sont sur une île déserte. Qui se retrouvent sur une île déserte et qui redécouvrent. Et bah, voyez, exactement le genre de film que vous voulez voir quand vous avez 9 ans. Et donc, ces deux films-là ont été pour moi vraiment des. Oui, c'est pareil, je n'ai jamais vu Le Lagon Bleu, mais. Vous n'avez jamais eu l'envie, justement, de vous rattraper Non, je veux pas que ce garçon me déçoive au final. Mais en tout cas, c'est juste pour voir où se fonde la cinéphilie. Et je crois que la cinéphilie, elle se fonde beaucoup sur la frustration, sur le manque, en fait. Et que quand on est jeune,
enfant, adolescent, et qu'on commence à se fasciner pour le cinéma, la plupart des films en fait dont on rêve sont des films qu'on ne voit pas ou dont on a vu un extrait à la télé. Alors maintenant c'est différent certainement, mais et ça ne nous empêche pas d'en parler. Par exemple, vous voyez, à cette époque-là, alors là on arrive plutôt un peu dans les années collège, je me souviens très bien des longues conversations qu'on devait avoir sur les films que forcément on avait tous vus, mais que moi je n'avais pas plus vu, je pense que mes copains. Massacre à la tronçonneuse, Amityville, Vendredi 13, vous voyez, et puis il fallait toujours quand même c'était toujours des films. L'invasion des profanateurs. Voilà, liés à cette idée de l'horreur, d'une violence en fait qui n'était absolument pas de notre âge, etc. Et qui est L'Exorciste. Et on parlait beaucoup de ces films-là, je me souviens. Enfin, on parlait beaucoup de ces films-là. On passait pas notre temps à parler des films, mais il y avait le frisson d'en parler. Voilà, dire et puis moi, c'était les premières années des magnétoscopes, etc. Et donc il y avait toujours un copain qui avait ce soir on va aller voir Vendredi 13. Et pareil, un interdit parental de dire non, il n'est pas question. Voilà. Je me souviens même que ma mère, elle n'aimait pas trop, mais que j'aille. Mes copains, elle avait raison. Ouais, dans les copains avec Canal+, c'était le début de Canal+, parce que du coup, il y avait aussi ce truc du porno et tout ça, mais il y avait cette idée qu'on pouvait accéder à des films, voilà. Et c'est très étrange parce que c'est un vrai truc quand même en tant que parent de savoir quel premier film on montre à ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'avais le droit d'aller voir Rox et Rookie. Voilà. Et je ne suis pas si sûr que Rox et Rookie n'est pas plus traumatisant que Le Lagon Bleu, au final. Vous voyez, c'est très... Je me souviens plus de Rox et Rookie. Bah si, ce renard, l'amitié entre ce renard et ce chien, et ça finit mal hein, pour l'un des deux. Et donc c'est très étonnant en fait comment l'imaginaire, voilà, et comment vous fantasmez aussi le cinéma américain. Il y avait d'autres films quand même dans les films aussi que j'avais pas le droit de voir, c'était les westerns le mardi soir. Et pourquoi ? Toujours cette idée de la violence. Parce qu'il y avait de la violence, qu'il y avait des meurtres. Voilà. Et je me souviens quand j'étais tout seul avec mon père, à un moment, ma mère prenait cette conversation. Il va falloir qu'on l'élève et que je m'échappe de l'anecdote. Mais ma mère, à un moment, prenait des cours de gym le mardi soir. Je m'en souviens très bien. Parce que du coup, j'étais avec mon père et mon père me laissait regarder les westerns. Et que effectivement il y avait aussi une sensualité dans les westerns très forte, liée aux Indiens, liée voilà, et une certaine violence. Mais je peux pas dire par exemple que j'ai découvert, enfin je mentirais si je disais ah oui à 12 ans je voyais des westerns de John Ford et je m'en souviens. Non, c'est pas vrai en fait. Je voyais des chevaux, des cow-boys et des Indiens et en plus je crois que ça m'intéressait pas tant que ça. Et alors, à quel moment vous avez transgressé, que vous êtes allé au cinéma finalement pour la première fois, pour voir ce que vous vouliez ? Alors, sur le cinéma américain, bon, c'est un réalisateur anglais, mais c'est toujours un petit peu compliqué de, voilà, on va dire quand même que on le prend. Voilà. Je me souviens très très bien d'un film. Je me souviens où je l'ai vu, rue de la Marne, à Rostronin, chez les Regnault, qui étaient coiffeurs et qui étaient des amis de mes parents, et on allait le samedi soir, et eux, ils avaient un magnétoscope. Et on me laissait comme ça dans le salon parce qu'ils mangeaient très tard. Voilà. Et d'avoir trouvé Midnight Express. Wow. Et Midnight Express, ça faisait partie de ces films que vous étiez censé avoir vus quand vous aviez 11 ans. En fait, vous ne les aviez pas vus, mais en tout cas, on en parlait beaucoup. Et ça, Midnight Express, je me souviens très très bien de cette nuit, de cette musique très particulière de Midnight Express. Je me souviens très très bien qu'après sur mes classeurs, j'avais écrit l'important est de ne pas désespérer, ce qui était le truc qui était sur l'affiche. C'est un bon mantra d'adolescence en même temps. Et qu'il y avait quelque chose là qui ne correspond pas du tout à mes goûts d'aujourd'hui de cinéma, mais de fascination, de sensualité avec Brad Davis, que j'ai retrouvé bien plus tard dans Querelle de Fassbinder, et que là, ça s'est un peu focalisé, et que, alors, c'est du cinéma américain, mais effectivement, il venait d'Angleterre, mais je me souviens très bien aussi après que du coup, ça m'a fait aller voir Birdie, ouais. Je devais être en 4e, je pense, à Birdie. Et là, j'avais le droit d'aller tout seul au cinéma, etc. Et je me souviens du poster au-dessus de mon lit, et qu'il y avait comme ça quelque chose. C'est-à-dire il y avait film, puis achat de posters, puis achat de DVD. Il y avait Matthew Modine, voilà, qui était accroupi sur la tête de son lit, etc. Et là, voilà, soudain, je me dis, il y a un imaginaire qui s'est joué là, d'un cinéma américain qui était un
un cinéma plutôt assez maniéré, on va dire, stylisé, stylisé à sujet. Au Midnight Express, il y avait quand même l'idée comme ça du sujet, de l'injustice et un petit peu Tomber en enfer, de la chute, voilà, et qu'on retrouvait après dans Birdie. Et ces films-là, ces deux films-là, en tout cas, ont été comme ça à un moment une porte assez étrange finalement sur le cinéma américain. En tout cas, où je vois bien qu'il surnage par rapport à d'autres films forcément américains que j'ai dû voir à cette époque où je prétendais voir des films et où je ne les voyais pas vraiment. Comment vous faisiez quand vous n'aviez pas vu un film? Vous lisiez des critiques et vous ressortiez des bribes que vous aviez entendues ou comment? Les critiques, c'est venu plus tard, oui, parce qu'après Salut, j'ai abandonné à un moment Salut quand même. Je me suis mis à... Enfin, mon frère, je me souviens, il lisait Première. Et moi, avec un snobisme et une prétention insensée, j'ai assez vite acheté les cahiers du cinéma. Mais vraiment, quand je dis assez vite, c'était le côté... élève faillot de la prof de biologie. Parce que je faisais partie de l'équipe qui écrivait le journal du collège et j'étais chargé des pages cinéma, etc. Et donc je prenais mon rôle très au sérieux. Et dès la 5e, j'ai commencé à acheter les cahiers du cinéma et à déchiffrer plus qu'à lire, hein, je pense très honnêtement à l'époque. Mais je me souviens très bien des critiques, je me souviens très bien de mon papier sur Paris, Texas, la Palme d'Or, etc. J'en étais très fier en fait d'accéder un petit peu à ces films-là. Alors, en même temps, je me souviens comme c'était un peu le moment où mes parents me laissaient aller au cinéma et notamment me laissaient aller au cinéma à 22h30 parce qu'à 20h30 c'était plutôt les films de Belmondo, vous voyez grand public, les comédies françaises et les films un peu. Je me souviens très bien d'un film qui s'appelait Vampire. Vous avez dit Vampire, qui était aussi un film qui m'avait énormément plu et marqué à l'époque. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé à accéder. Pourquoi vous avez marqué particulièrement? Il y avait quand même cette idée qu'il fallait que le cinéma fasse peur. Voyez, ça allait avec la transgression. Oui, voilà, en tant que jeune cinéphile, vous disiez que le cinéma américain faisait peur. Enfin, devait vous faire peur et que c'était une des conditions de sa réussite. Et dans Vampire, vous avez dit Vampire, en fait, c'était aussi en même temps très drôle et très ironique. Et je pense que c'était ça que j'aimais bien, parce que je crois que j'ai jamais tellement aimé avoir peur au cinéma. C'est pas, vous voyez, il y a des gens qui adorent aller au cinéma pour avoir peur. Moi... Non, enfin, j'ai assez peur comme ça dans la vie réelle. J'ai pas envie d'aller au cinéma et pour avoir peur. Mais oui, c'était l'humour. En parlant d'humour, ça me revient. Si j'allais voir aussi les films, enfin j'allais voir, je les ai vus, en tout cas les films de Mel Brooks à l'époque. Vous voyez, c'est pas, voilà, j'ai pas découvert le cinéma américain avec des grands films, hein, très honnêtement. Mais c'était en vrac finalement, et c'était des petites bribes d'un peu de tout. C'était surtout les films qui sortaient, en fait. C'était pas des films de patrimoine. Et dans l'adolescence, en fait, c'est ça qui primait. En fait, c'est cette idée que construisant une cinéphilie plutôt sur le cinéma européen, découvrant justement des cinéastes français et puis commençant un peu comme ça à devenir obsessionnel de certains cinéastes français, le cinéma américain représentait toujours quand même quelque chose vraiment de l'ordre de la pop culture et d'un pur plaisir en fait de... plaisir coupable, le plaisir coupable de... Ouais, je sais pas comment dire ça, comme... c'est une très très mauvaise comparaison, mais comme... Ouais, quand à l'école, le cours de sport, quoi. Vous voyez, enfin, vous saviez bien que ça allait pas vous servir, mais c'est pas vrai parce que moi je détestais les cours de sport. Mais enfin, un espèce de truc en fait. C'était récréatif, c'était de s'autoriser, voilà. Quelque chose, mais il y avait une parenthèse, quoi. Une arrogance très forte, je pense, de quand j'avais 13-14 ans. De ne pas prendre le cinéma américain au sérieux, en fait, parce que ne connaissant du cinéma américain que justement ces films un peu popcorn. Alors après, on arrive dans vos années d'étudiant. Vous changez complètement, vous partez à Rennes, vous étudiez très sérieusement, et là, c'est une période beaucoup plus boulimique. Vous voyez tout ce que vous pouvez à ce moment-là. Comment vous êtes ? On lance pas une musique à ce moment-là. Vous la lancez après. Bientôt. Je voulais juste que vous me décriviez. Voilà, vous arrivez à Rennes. Ah, comment moi j'arrive à Rennes ? Bon, là j'arrive à Rennes. Qu'est-ce qui est le déclic pour d'un seul coup de venir vraiment voir tout ce qui sort ?
Non, bah déjà, c'est parce qu'au lycée, moi, je voulais devenir cinéaste. Pour le coup, là, j'ai créé un ciné-club au lycée. J'ai créé une compagnie de théâtre avec mon frère. Vous travaillez déjà la mise en scène. Ouais, enfin, à Carhaix, Plouguer dans le Finistère, hein, donc c'était voilà, c'était très. Mais je filmais, je photographiais beaucoup mes amis dans les soirées lycéennes, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais être cinéaste. Donc il y avait comme ça quelque chose qui. Et puis je commençais à écrire des scénarios. Voilà, un truc au lycée qui soudain devenait une Obsessionnel, qui devenait ouais, vraiment... obsessionnel qui et en même temps s'affirmait. qui s'affirmait et qui n'était pas sans chagrin parce qu'au fond de moi, je savais que ça n'arriverait jamais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire je connaissais évidemment personne qui faisait du cinéma. J'étais dans un endroit où les gens ne pouvaient pas me prendre au sérieux en fait quand j'énonçais ce désir-là. Et je me souviens qu'après le bac, j'avais passé une école qui s'appelait l'INSAS à l'époque. Je ne sais pas comment elle s'appelle maintenant à Bruxelles. J'avais envoyé un dossier par la poste et puis j'avais été pris pour des euros. Et ma mère m'a dit il n'était pas question que j'aille à Bruxelles faire une école de cinéma, etc. Je fais un portrait de ma mère très sympathique en fait dans cette conversation. Ça se transforme. Il y a un impensé comme ça. Voilà. Et donc se diffuse. voilà, moi je rêvais de la Fémis aussi et tout ça. Et non, il fallait rester là. Et donc c'est vrai que l'arrivée à Rennes était vraiment pour moi l'occasion d'un affranchissement par rapport à mon milieu familial. Parce que soudain j'habitais tout seul dans un studio, j'étais en fac de lettres. Et la musique que vous avez choisie pour bah ouais, parce que cette période, ça correspond à cette période. J'y crois toujours. Yo, all you homebrews out in Bronx, this one's for you. Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume. Get down. C'est tellement bien ce titre. Ça paraît. Non, mais c'était voilà, et donc c'était vraiment des années très liées à la fois à quelque chose de très festif, avec l'arrivée de cette musique aussi en fait particulière en fait hein, de ces années-là, du début des années 90, et dans cette ville Rennes où la musique était aussi très importante par rapport aux transmusicales, etc. Et sur le cinéma américain, bah là, pop-up. Donc, on peut peut-être parler du film Bright Light Big City. Alors c'est drôle parce que vous, en fait, il est aussi dans Bright Light Big City, qui est une adaptation du roman de. Mais moi, je pensais au vrai film. Il y a un film qui s'appelle Pump Up the Volume avec Christian Slater. Et j'ai eu une obsession à un moment pour Christian Slater. Oh, moi aussi. Et parce que je l'avais repéré quand j'étais plus jeune, pour le coup, dans Le Nom de la Rose. Et là, dans Pump Up the Volume, il jouait une sorte de je sais pas comment on dit, de DJ de radio. Et puis après, je l'ai retrouvé. Enfin voilà, il y avait quelque chose soudain qui m'intéressait et où j'ai bien aimé aussi cette idée d'aller chercher dans un film américain qui était a priori plutôt mainstream et voilà, une espèce de coup commercial, quelque chose que je trouvais plus tordu en fait et plus intéressant en mise en scène que dans certains grands films américains qu'on présentait comme les films importants. Et puis, en même temps, j'ai eu la chance que dans ces années-là, un peu avant les années 90 et dans les années 90, c'était l'émergence de beaucoup de cinéastes. Et je me souviens très bien d'avoir découvert Sexe, mensonge et vidéo, par exemple, de Soderbergh, qui avait obtenu la Palme d'Or. Je me revois en fait à Rennes, au Gaumont, sortant vraiment de ce film en me disant que c'était exactement ce que je voulais faire, parce que j'étais toujours arrogant et prétentieux. Effectivement, la recherche de vérité. Il y avait quelque chose autour à la fois de la sensualité, de quelque chose de très bavard en fait, et en même temps, c'est vraiment un film qui était aussi peut-être plus européen qu'américain. Et en même temps, il était quand même très américain parce qu'il était au fond sur le puritanisme, qui est quand même une notion très américaine. Et c'était un film passionnant parce que je me souviens, je commençais aussi à avoir quelques autres copains cinéphiles. Et pour eux... qu'il ait la Palme d'Or, cette espèce de petit film de rien, vous voyez ce que je veux dire ? 26 ans. Voilà, et filmé très simplement, etc. Ça leur semblait insensé, en fait, c'était pas assez spectaculaire.
Et alors que la carrière de Soderbergh l'a démontré après, c'est un très très grand cinéaste, Steven Soderbergh. Et puis après, je me souviens aussi très très bien de la découverte de Spike Lee, Do the Right Thing, qui est à peu près à la même époque, où là, j'ai eu aussi une passion un petit peu pour Spike Lee sur ses 2-3 premiers Dans films, Mookie, ouais. parce qu'il y avait quelque chose soudain pour le coup, une image de l'Amérique qui était inhabituelle pour nous. Et pas uniquement parce qu'il y avait des acteurs noirs, et voilà, mais dans cette manière qu'il avait aussi de clipper soudain ses films. Oui, c'était vraiment un film qui était une émanation filmique du rap. Enfin, Il y avait à la on fois parlait de film et musique, mais là, c'est vraiment un film. Il y avait évidemment musique. ce rapport au rap qui était très très fort, et il y avait aussi une nouvelle manière de s'amuser en fait avec le cinéma, qui était très forte. Enfin, je me souviens de vraiment de. Et puis, il y a eu les frères Cohen. Je crois que le premier film des frères Cohen que j'ai vu, c'est un film qui s'appelle Miller's Crossing, qui n'est pas forcément leur film le plus connu, mais qui est pour moi, un de leurs plus beaux films. Un film de gangster, comme ça. Un peu Mossad. Voilà, et qui se passe beaucoup dans une grande forêt. En tout cas, j'ai ce souvenir de. Et puis c'est pareil aussi, ils ont obtenu une Palme d'Or avec Barton Fink très peu de temps après. C'est vraiment un âge d'or du cinéma d'auteur européen, du cinéma d'auteur américain, voilà, le lapsus. Et ce qui est fou, en fait, c'est que, c'est pas pour être réactionnaire ou nostalgique, mais on voit bien que ça n'existe plus dans le cinéma américain d'aujourd'hui. Vous voyez, l'émergence de... alors on va en reparler, mais à la même époque, on découvre Gus Van Sant, à la même époque, on découvre David Lynch, qui avait démarré un petit peu avant et qui avait déjà eu une carrière, on va dire, un peu plus mainstream avec Dune et tout ça, mais qui revenait après à un cinéma vraiment très personnel, très auteur. Il y avait comme ça une invention formelle des cinéastes qui émergeaient, américains, qui étaient... ouais, c'était pas des films de Sundance du tout. C'était pas du tout. On n'était pas du tout dans ces esthétiques-là ni rien. C'est des films qui avaient tout de suite une ambition dramaturgique et de mise en scène. On redécouvrait vraiment des territoires qui inventaient des territoires. Et c'était des auteurs. C'était vraiment des auteurs. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui a été beaucoup étouffé. Dans les 20-30 années, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des très grands cinéastes américains, il y a des cinéastes américains qui émergent, mais assez peu d'auteurs finalement. Parce que, vous voyez, les frères Cohen, ils écrivent leurs films. Spike Lee, il écrit son film. Soderbergh, il écrit Sex, mensonges et vidéo. Donc c'est très très différent. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment dans une tradition européenne, on va dire, du cinéma d'auteur, scénariste et metteur en scène. Je me souviens de cette époque aussi où, pour le coup, il y a un film, parce que pour le coup, j'étais toujours un peu aussi intéressé par la critique de cinéma, les cahiers du cinéma. Je me souviens d'un film, je me souviens de la couverture en fait, des cahiers du cinéma sur Batman. Et je me souviens qu'en tant que lecteur des cahiers du cinéma, pour moi... c'était un scandale. C'était un scandale, c'était des traîtres. C'est-à-dire que cette idée comme ça, je ne connaissais absolument rien de Tim Burton, mais cette idée de mettre en avant un film qui était a priori... qui venait du cartoon. Qui venait du cartoon. Et vous voyez, il y avait eu les Superman, etc. Ouais. Il y avait eu ces choses-là qui n'étaient pas vraiment des grands films. Et soudain, en fait, il y a des cinéastes intéressants qui se sont mis à faire des films, on va dire, de major comme ça. Et Batman, je me souviens très très bien, c'était Antoine Debec qui avait écrit en fait sur Batman, et j'avais lu le papier et j'aimais beaucoup ce qu'écrivait Antoine Debec. Je me disais mais c'est pas possible, ils ont fumé, comment voilà. Et je suis allé voir ce film et j'ai découvert Tim Burton, qui encore aujourd'hui est certainement un de mes cinéastes préférés. Et parce que vous avez beaucoup de thématiques en commun, l'amour des personnages mélancoliques, isolés, qui ne trouvent pas leur place dans la société, le double aussi, la question du double, de jour, de nuit. Ouais, c'est vrai que je comprends pas pourquoi Marvel me confie un Batman un jour. Mais un scandale. Non mais vous pourriez faire une forme de Dark Knight à Paris. Il pourrait y avoir un Dark Knight à Paris. En tout cas, je sais que ce qui est fou avec Burton, c'est que c'est via le Batman 1 qui est très bien, mais le Batman 2 qui est vraiment un chef-d'œuvre, que du coup, je me suis intéressé à un cinéaste
incroyablement marginal en fait, qui travaille vraiment au sein de l'industrie hollywoodienne, mais qui est enfin, c'est fou ce qu'il a réussi à faire. Enfin, je crois que il y a un côté très artisanal aussi dans la oui, fabrication c'est quand même des effets spéciaux, une il est vraiment dans sa aventure chambre. insensée en fait, Tim Burton. Ce mec n'aurait jamais dû émerger au cœur du cinéma américain. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a réussi à le faire. Et c'est aussi la force à un moment du cinéma américain de permettre à des artistes comme Tim Burton en fait, de prendre les commandes de Batman. Alors après, il y a eu Édouard aux mains d'argent, qui est un des plus beaux films du monde. Et puis soudain, il a fait des films qui étaient... voilà, jusqu'à Big Fish, qui pour moi est un très très grand film. Et donc, en tout cas, sur l'idée du cinéma américain, là, soudain, c'est joué voilà, aussi la découverte dans ces années-là de Tim Burton. Une véritable curiosité, il y avait cette sensation de pouvoir aller chercher ces jeunes réalisateurs à chaque fois quelque chose de nouveau. Il y avait oui, une vraie il y avait aussi excitation Wes de Craven cinéphiles. c'est Wes Craven qui avait fait Scream, où c'était pareil, c'était très intéressant. Et puis après, il y a eu et il redéfinissait le Spider-Man de slasher, Sam Raimi. Et soudain, effectivement, on allait voir les blockbusters, parce que c'était déjà des blockbusters, mais d'auteurs. Voilà. Et on allait y chercher quelque chose, une manière de pervertir en fait le blockbuster. Ce qui aujourd'hui, en fait, on est tellement maintenant envahi de blockbusters que cette perversion-là se joue beaucoup moins sur l'identité, on va dire, du metteur en scène aux commandes que sur le fait que, je sais pas, ces compagnies-là, les Marvel eux-mêmes, en fait, commencent à produire le contre-discours de ce qu'ils proposent, en fait. Et ça devient des films plus quand même de producteurs que de metteurs en scène. Et Jarmusch. Ah oui, Jarmusch, c'est vraiment ces années aussi émergé lycée. dans ces années-là. Je crois que le premier film de Jarmusch que j'ai vu, c'était Mystery Train. Parce que pareil, il sortait en salle au moment où j'étais étudiant, et donc après j'ai rattrapé Strangers in Paradise, etc. et tout ça. Mais je garde en fait pour Mystery Train un plaisir peut-être coupable, parce que je suis pas sûr que ce soit le plus grand film de Jarmusch. En même temps, l'épisode sur Elvis Presley est pour moi vraiment quelque chose d'absolument précieux et très. C'est un film de fantôme, il le disait. C'est un tout film à de fait des fantôme films japonais. de C'est fantômes. vraiment, on est dans ce motel décrépit avec ces personnages. Il y a une veuve auquel on offre un peigne. Ce qui est étonant pour moi, c'est voit que apparaître des gens comme Jarmusch ou Tim Burton, en fait, continuent d'être des cinéastes de référence aujourd'hui dans mon travail. Et le fait de les avoir découverts à 20 ans et au début de leur carrière, c'était si je suis allé chercher Béatrice Dalle, c'est certainement parce qu'elle avait tourné avec Jarmusch, beaucoup plus que parce qu'elle avait tourné avec Benex, vous voyez. Et je ressens encore aujourd'hui l'influence en fait de ce cinéma américain là. Vous parliez des cinéastes qui continuent à faire des films aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a que vous avez aimés à ce moment-là, qui ont complètement disparu? Il y en a un que j'adorais qui s'appelait Al Hartley. Il avait fait son film qui est allé à Cannes, d'ailleurs en compétition, qui s'appelait Simple Man. C'est la trilogie de Long Island. Voilà. On appelait ça comme ça. Et après, avant, il y avait eu voilà, c'est là où on voit que mon anglais est terrible. The Unbelievable Truth et Trust Me. Lui, c'était très étonnant parce qu'en même temps, c'était un cinéaste américain complètement sous influence godardienne, qui je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire enfin, je sais le dire, mais je ne sais pas dire ce mot. Je vais essayer de le dire. Non, voilà. Enfin, il changeait de territoire du cinéma européen, justement. Il faisait des films français aux États-Unis. Insulaire. Il y avait un côté même insulaire par rapport à il New tentait York. une greffe très étrange et voilà, avec un jeu comme ça sur les dialogues, complètement de poésie, une manière de faire jouer les acteurs en fait. À la fois. Il avait une manière très particulière de travailler les dialogues qui est quasiment inexplicable. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot? Parce que c'est
oui, je vais dire théâtral, mais c'est pas vrai parce que le théâtre, ça peut aller dans plein de directions différentes. Mais c'est vraiment des films de Godard, quoi. Simple Man, ça ressemble à Une femme est une femme, c'est-à-dire que les dialogues ne sont qu'une suite d'aphorismes comme ça, avec des personnages qui gardent toujours un air très très sérieux en disant des choses parfois horribles, où tout ce qui est de l'ordre du désir, de la sexualité est toujours exprimé, je sais pas, avec enfermé dans des manteaux, enfin, où il ne faut pas montrer un centimètre de peau et en même temps on ne parle que de ça, d'essayer comme ça de faire en sorte que le désir passe uniquement par la parole et pas par les corps. Et puis un côté aussi très musical qui Certains morceaux sont légendaires, notamment dans Simple Man. dans Simple Man et voilà. Et après Il y c'est a vraiment un cette idée cinéaste aussi qui s'est arrêté quand vous disiez voilà, je sais qu'à un moment une comète, quoi. j'ai vu un truc atroce passer, je sais plus si c'était sur Facebook il y a 4-5 ans où il essayait de monter une cagnotte pour faire son prochain film. Et c'était tellement triste. Vous voyez, Vous avez donné, oui. bah ouais, évidemment, mais il l'a pas fait son film. Et voilà, il était obligé d'essayer comme ça et c'est là où on voit aussi nous, on est quand même très très privilégiés dans le cinéma européen et particulièrement dans le cinéma français en tant qu'auteur. Bon, je dis pas que c'est pas dur de faire des films, mais malgré tout, on nous laisse à peu près les faire. Et c'est sûr qu'un cinéaste comme Al Hartley, aujourd'hui, je pense que c'est impossible pour lui de continuer à tourner. Et pourtant, c'était un des cinéastes les plus prometteurs de cette génération. Mais même son destin, du coup, devient cinématographique. C'est une sorte de fulgurance, un jeune garçon qui débarque, mélancolique, qui fait quelques très très beaux films et qui disparaît. Oui, bah, ça devient après des destins un peu. Ouais, on a l'impression comme des groupes de rock ou de pop musique en fait, qu'on adore. Presque et puis qu'on a rêvé. Voilà, et qui à un moment ne peuvent plus perdurer. Sur Jarmusch, bon, il disait que faire du cinéma, c'était comme orchestrer, enfin, s'occuper de musique, en fait, c'était faire du film, c'est faire de la musique. Qu'est-ce que vous lui avez volé à Jarmusch? Est-ce qu'il y a des choses que vous lui avez prises? Je sais qu'à chacun de mes films, j'essaye de faire des travelling jarmouchiens, c'est-à-dire en gros de mettre une caméra exactement parallèle à quelqu'un qui marche sur un trottoir, et c'est pourri, ça ne reste jamais à la salle de montage, parce que je ne sais pas comment il les fait, mais je me souviens, je me suis tellement énervé contre un chef-op, où je disais, mais je lui avais montré, j'avais dit, mais c'est forcément cette focale-là, etc. Ils Vous êtes sont à allé telle espionner des distance. tournages. Et ça ne marche pas en fait. Il y a quelque chose d'apesanteur, en apesanteur en fait dans les mouvements de caméra. S'il y a un plan que je lui ai volé, qui est dans Broken Flowers, où ça y est, ça m'arrive que maintenant. En même temps, cet acteur qu'on adore. Bill Murray. Bill Murray, voilà. Où à un moment qui reçoit une lettre et il y a une caméra qui tourne complètement autour de lui, mais en fait c'est lui qui tourne. On a l'impression que c'est la caméra qui tourne et c'est lui qui tourne. J'ai fait ce plan avec Vincent Lacoste dans Plaire, aimer et courir vite, où au moment où il arrive à Paris sous le métro. J'étais très fier parce qu'on a réussi à faire le même plan et Vincent était très excité aussi parce que je lui ai vraiment la veille, enfin il avait des devoirs quoi. Je lui ai dit de réviser quoi, de voir exactement comment, parce que c'est assez subtil comment tourner les épaules au bon moment en même temps que la caméra. Mais c'est une question de tempo. Filmer, c'est toujours une question de tempo. Le style de quelqu'un, c'est un tempo. Oui, c'est la question de la durée. Dans les films de Jarmusch, la durée est très particulière. Il y a un très très grand film qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais étudiant, qui est un film qu'il a fait avec Johnny Depp qui s'appelle Dead Man, où l'histoire comme ça, une espèce de western complètement... western fantôme, avec un personnage qui prend un train. On ne sait pas très bien s'il voyage au royaume des morts, en fait, ou s'il voyage au royaume des morts, mais qui serait le western dans cette idée de qu'est-ce qui est mort dans le cinéma américain. Et Jarmusch est vraiment un cinéaste passionnant. Je trouve qu'on ne mesure pas. Je trouve qu'il n'est pas toujours considéré en fait à sa juste valeur. Oui, en tout cas, je sais que c'est un. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup de Chantal Akerman.
de l'influence que Chantal peut avoir sûr. eu sur le cinéma américain et sur le cinéma européen, etc. Et je pense qu'on mesure mal combien Jarmusch, en fait, enfin moi je le vois, les plans Jarmusch dans les films des autres. Et donc ça prouve bien qu'il nous fascine tous. Je vois bien quand les autres essayent de faire aussi des plans Jarmusch. Et vous le voyez autant chez Wes Anderson que chez certains cinéastes français. Et je crois que c'est vraiment quelqu'un qui a... Est-ce que Wes Anderson réussit les travelling jarmouchiens? Ben, en fait, la grammaire de Wes Anderson, qui a fini par devenir comme ça une grammaire maintenant très maîtrisée, ou voilà, si vous étudiez bien, vous voyez que ça vient de Jarmusch. Il a percé le mystère, il a trouvé, lui. Je pense que, je sais pas, j'ai jamais entendu Wes Anderson parler de Jarmusch, mais je suis sûr en fait que Jarmusch est fondateur chez Wes Anderson. Est-ce qu'il y a encore quelques films que vous voulez mettre dans cette Non, parce qu'il y avait parenthèse étudiante? Oui, parce que là, en fait, là, on parle du coup beaucoup de films qui sont sortis à l'époque, dans les années 90, mais c'était aussi l'époque où il y avait beaucoup de rétrospectives. À Rennes, il y avait un lieu qui s'appelait Le Grand 8, qui est devenu le théâtre, et qui proposait beaucoup de rétrospectives. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé aussi à forger une cinéphilie, on va dire, plus classique À américaine. faire vos gammes. Et où j'ai découvert notamment Cassavetes. Et là, c'est forcément très étonnant quand vous êtes un jeune cinéphile et qu'à 14h, vous voyez Husband, qu'à 17h, vous voyez Opening Night et qu'à 22h, vous voyez Love Stream. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est des... je me souviens de ces journées-là. D'immersion totale dans une œuvre aussi forte, aussi belle, aussi insensée que l'œuvre de Cassavetes, et de découvrir tout d'un coup. Ce qui est très différent de suivre, vous voyez, Soderbergh, je l'ai suivi après, mais je voyais ses films tous les 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quand soudain, en fait, il y a cette espèce de condensation, ça donne un plaisir très particulier, parce que soudain, en tout cas, moi, je me souviens des 2 ou 3 jours où j'ai vu tout la filmo de Cassavetes, parce qu'elle est quand même assez ramassée. Je crois que c'était sur 2 jours. Bah, vous ne pouvez plus imaginer que le cinéma puisse se faire autrement que dans un film de Cassavetes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que soudain, c'est des films qui anéantissent l'entièreté du cinéma. C'est-à-dire que soudain, on a l'impression qu'il n'y a que cette manière qui est possible. Et donc ça a été très fort. Je me souviens très très bien de la rétrospective John Ford aussi. Et où là, c'est pareil. Soudain, vous êtes face à un cinéaste incroyablement classique. Et puis, vous comprenez pourquoi. Parce que moi, j'étais plus dans le cinéma français, Truffaut, donc forcément Truffaut, Renoir. Et donc, forcément, vous lisez plein de choses de Renoir. Et vous voyez que Renoir est fou de Ford. Il partage une certaine idée... comment dire, de désenchantement, c'est-à-dire de à quoi bon finalement par rapport au flux de l'histoire, par rapport, ce sont des héros qui doutent, qui parfois renoncent à l'action, qui se laissent, qui s'abandonnent, qui ne vont pas tuer les Indiens qu'ils doivent tuer. Ce sont des Indiens, enfin ce sont des héros qui renoncent quoi, souvent. Non, il y a ce petit point commun entre Renoir et Ford. Oui, certainement. Alors après, l'œuvre de Ford est tellement immense que c'est peut-être difficile en fait de la. Après, chacun a son Ford. Ouais, voilà, c'est un de peu la ça, trouver, c'est mais chacun son Ford. À l'époque, c'était sur la mise en scène, j'avoue, qui était voilà la découverte comme ça d'un cinéma classique américain sur des films qui peut-être d'ailleurs d'un point de vue de l'histoire ou des thèmes, n'étaient pas des films qui me passionnaient, mais qui m'impressionnaient beaucoup et où j'avais l'impression de faire mes gammes, parce que quand même à l'époque j'étais censé être en fac de lettres, et donc vous ne pouvez pas passer vos journées à voir des films de Ford et aller en cours, donc forcément il y a un moment, pour moi il y avait quand même un côté... une école, quoi. J'avais l'impression, vu de l'extérieur, je pouvais paraître très dilettante, très désinvolte, un étudiant vraiment secondaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans l'idée que les études étaient très secondaires pour moi, mais c'est pas vrai parce que j'avais beaucoup de discipline. Je voyais ces films-là, après je cherchais beaucoup le travail critique sur ces gens et j'apprenais en fait, j'essayais comme ça d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que vous avez appris de Ford? Qu'il me reste peut-être plus grand-chose. Non, je sais pas. En tout cas, à l'époque, c'était... vous voyez, quand vous rêvez d'aller dans une école comme la Fémis, etc., et que vous n'y êtes pas, vous vous dites... et que vous pensez toujours quand même que vous allez réussir à faire des films,
pas pourquoi, et quelle ténacité ou quel aveuglement, vous vous dites, mais les autres qui sont dans ces écoles, ils vont te connaître de Ford. Donc il faut que je révise mes cours, en fait. Il faut que je rattrape. Ouais, Ça, c'est lié beaucoup au complexe du provincial. Il y a quelque chose qu'il faut Certainement. rattraper. Et donc, c'était... non, je peux pas dire ce qui me reste de Ford. C'est fou de parce qu'on met des mots comme ça, Ford, Hitchcock, Mankiewicz et tout ça, vous voyez, c'est non, dur mais de Cassavetes, dire... on peut voir les traces dans votre cinéma. On peut retrouver du Love Streams, dont Non, ma fille, tu n'iras pas danser. Enfin, on peut trouver comme ça des réminiscences. Oui, parce qu'il y a quelque chose de... Oui, parce que je n'ai pas encore fait de western, vous allez voir. Non, chez John Ford, je sais ce qui me reste de John Ford, c'est son côté irlandais en tant que breton, voilà. Moi, on est de la même souche. Et je me souviens, pour finir un petit peu sur ces trucs de patrimoine, aussi de la découverte d'un cinéma beaucoup plus underground. D'abord Warhol, dans une rétrospective Warhol, où on en parlait un petit peu, mais voilà, là, soudain, quand vous prenez la trilogie de Warhol... sur le silence, c'est insensé, parce que soudain, c'est pareil, vous dites maintenant, il faut arrêter de faire des films, il faut les faire de cette manière-là, en Super 8, déshabiller tous vos amis, et puis les filmer autour d'une piscine, et vous n'avez envie que de faire ça. Je l'ai un peu fait quand j'ai fait Homo Bain. En tout cas, je me souviens que c'était... Il déconstruisait tout aussi. Warhol, c'était une pleine explosion de ça, oui, mais une telle expérimentation. Invention. Après, ce qui était drôle, c'est que c'est quand même des films qui datent des années 60, début 70. Et moi, je les découvre plutôt, voilà, vous voyez, dans une époque, dans les années 80, qui est aux antipodes, en fait, de ça, de cet hédonisme-là, de cette sensualité-là. Vous voyez, dans le cinéma américain, à l'époque, il n'y a pas cette sensualité-là et tout ça. Et il n'y a certainement pas cette manière complètement désinvolte et légère de conduire le récit. De se dire que, vous voyez, on était quand même déjà dans une période dans le cinéma américain de surscénarisation du moindre film, même d'un film soi-disant indépendant. Il était surscénarisé. Alors que chez Warhol, il y a quand même toujours cette idée que c'est le tournage qui impose le récit du film, et que selon ce qui va se passer, on le met dans le film, et on met... il y a un côté très rivetien chez Warhol. On met les bons moments, les mauvais moments, et on ne fait pas le tri. Et donc, Warhol, je me souviens, m'amène à Jonas Mekas, qui a été très, très important pour moi, et qui l'est toujours, parce que je me dis toujours, il y a un moment où on va me dire qu'il faut arrêter de faire des films, ou en tout cas on me donnera pas trop d'argent pour le faire, et je me dis c'est pas très grave, je ferai un journal filmé comme Jonas Mekas, ou comme aujourd'hui Cavalier peut le faire chez nous. Jonas Mekas, c'est quelqu'un... un filmeur. Voilà, c'est quelqu'un qui, pendant des années, en fait, a trimballé une caméra Super 8 un peu partout, dans les rues, avec ses amis, etc. Souvent, c'est pas du tout sonore. Mais c'est aussi les mondes qu'il montrait qui vous fascinaient à ce moment-là. Oui, je pense qu'il y a une nostalgie aussi pour cette esthétique-là des années 70. Et Mekas, c'est pareil. Je pense que c'est un cinéaste qui a une énorme influence et qui est assez peu connu. Et dans le dernier, parce que je vous vois regarder votre montre, je ne me rends pas du tout compte d'où on en est, il y a aussi la découverte de Route One, à ce moment-là, quand j'étais étudiant, de Robert Kramer, qui mêle comme ça, pareil, c'est une conduite du récit très particulière, on ne sait jamais si on est dans le documentaire. C'est Robert Kramer qui va avec un ami qui est médecin, et il décide comme ça de partir du Canada et de redescendre toute la fameuse Route One aux États-Unis, et il rencontre plein de gens, et donc c'est une succession de rencontres qui essayent de dresser on va dire un tableau un peu documentaire de l'Amérique de l'époque, mais on voit bien en quoi c'est aussi très fictionné. Et c'est des images sublimes, une manière de filmer qui est toujours la manière que moi j'essaye de trouver dans mes films, et j'y arrive pas, parce qu'évidemment... de s'emparer aussi, oui, des territoires américains. Voilà, et eux, ils étaient dans un dispositif très léger, c'est-à-dire une caméra, je pense un Perchman, et soudain, cette manière de filmer sans imposer le Barnum du cinéma. Et cette manière de filmer, mais qui est la manière de Warhol, qui est aussi la manière de Jonas Mekas, cette idée qu'à un moment, un cinéaste et une caméra suffit à faire une équipe de cinéma, j'ai beaucoup ce fantasme-là. Je l'ai fait un petit peu avec un film qui s'appelait Homo Bain, et puis un autre qui s'appelle Guermantes, mais parce que c'était soudain des films qui ont été produits en dehors du cinéma, parce que les deux correspondaient étrangement à des productions de théâtre. Et c'est vrai que je pense que c'est les tournages qui m'ont rendu le plus heureux.
Non pas que je déteste les équipes de cinéma, si un peu, mais en tout cas, je sais que ça me pèse énormément. Et le cinéma américain, malgré ce qu'on pense, a produit beaucoup de films comme ça à la première personne, qui sont effectivement un peu comme des journaux intimes. Ça vous a donné l'idée que c'était possible. Et donc, ça nous fait passer à la troisième parenthèse de votre vie, on va dire, c'est quand vous arrivez à C'est bien que Paris. vous employez le mot parenthèse. C'est pas des Des parenthèses. épisodes, des C'est séquences. 10 ans à chaque fois. Des grandes séquences, des rêveries. Quand vous arrivez à Paris et que vous avez appelé les années de prétendants. Et pour les années de prétendants, vous avez choisi ça. Well, I'm a crawling king snake. And I Ça, c'est lié pour moi à un épisode très précis dans ma tête. Et moi, je suis arrivé à Paris en septembre, j'avais 24 ans. Par un concours de circonstances un peu étrange, je suis rentré dans l'équipe d'organisation d'un festival qui existe toujours, qui s'appelle le festival Premier Plan à Angers, qui est sur les premiers films. Oui. J'étais stagiaire. Et avec Claude-Éric Poiroux, il y avait un bureau à Paris et je faisais partie de l'équipe de sélection des films en tant que stagiaire. On était plusieurs parce qu'on voyait plein de films, beaucoup de premiers films, de courts-métrages, etc. Je me souviens dans une salle de bain, dans un appartement à Paris. Et on m'avait confié, voilà, j'ai dû commencer en novembre, donc très peu de temps après arriver à Paris, et on m'avait confié la rédaction d'une partie du catalogue. Je devais écrire, en fait, voilà. Donc j'étais content. Enfin, soudain, je me retrouvais comme au collège, lorsque j'étais en charge de la rubrique cinéma du journal du collège qui s'appelait Atmosphère, si je me souviens bien. Et voilà, et ça s'était bien passé. Et Claude Éric, ce festival a lieu en janvier. Il m'a dit, bah, si tu veux, viens avec nous à Cannes. Tu auras une accréditation et tu pourras aller voir des films. Donc là, si vous voulez, c'était pour moi le rêve absolu. Aller C'est à la boîte Cannes, de nuit, il s'ouvre la voilà. porte de la boîte de nuit du studio 54. Et c'est l'année où il y avait Fargo, et donc je me souviens très très bien de Fargo. Et je remercierai jamais assez Claude Éric parce que c'est là aussi où c'est pour ça que je devenais un prétendant, c'est-à-dire que soudain c'est là où quand même c'est devenu un tout petit peu possible pour moi de faire du cinéma. Donc j'ai travaillé pour eux. Et puis à Cannes, j'ai commencé à écrire pour moi un journal de bord avec un personnage que j'avais appelé Roland Cassard, qui allait voir les films et qui commentait ce qui se passait dans la salle. Il ne parlait pas vraiment des films, mais il parlait de qu'est-ce qui se passait dans la salle au moment où les films étaient projetés. Et à Cannes, évidemment, c'est très rigolo ce qui se passe dans les salles. Enfin non, c'est très affligeant, mais c'est rigolo à raconter. Et en sortant, en fait, en quittant le Festival de Cannes, j'ai envoyé un courrier à Serge Toubiana, qui dirigeait les Cahiers du cinéma à l'époque, avec ses chroniques de mon journal de Cannes. Et il m'a convoqué dans son bureau, mais vraiment genre 15 jours après, en me disant « Ah, c'est rigolo ce que vous écrivez. Bah, je vous confie une page, ça va s'appeler Le billet du spectateur, et vous nous racontez tous les mois un film, mais avec cette idée-là d'un personnage imaginaire qui s'appelait Roland Cassard et qui allait voir des films. » Et donc, je suis rentré au Cahier du cinéma. Donc, je venais d'arriver à Paris, je travaillais un peu pour un festival de cinéma, je suis rentré au Cahier du cinéma, et donc j'ai commencé à devenir prétendant. Et c'est dans ce sens-là. Avec ce double imaginaire. Avec ce double Roland Cassard, et évidemment, bah, j'ai commencé à voir les films autrement. Parce que là, j'étais plus à l'école, vous voyez, j'étais plus en train de me forger une espèce de culture comme ça, académique, ou alors j'étais plus dans la découverte de l'émergence. Soudain, j'étais dans la position de celui qui Qui est sur donne le son point avis, de... ou en tout cas qui essaye de commencer à faire un travail un peu critique. Alors, au Cahier du cinéma, j'ai jamais été critique du cinéma, j'ai toujours refusé d'aller au comité rédactionnel, mais j'y suis resté quand même un certain nombre d'années. J'avais comme ça, j'étais une espèce de danseuse. Enfin, c'était un peu comme ça que me voyaient, je pense, les autres personnes qui travaillaient au Cahier du C'était une cinéma. rêverie qui venait de la nouvelle vague. C'était cette idée que pour être cinéaste, il faut être critique. Moi, de toute façon, oui, je pensais que j'avais ma mère m'avait dit, t'as un an, voilà, j'ai envoyé des trucs que disent les gens. Après, quoi. je coupe les vivres. Exactement, t'as un an de loyer à Paris,
Et voilà. Et donc, j'étais au Cahier du cinéma avant la fin de l'année. Donc, c'est pas que ça rapportait de l'argent, hein, parce que très honnêtement, être pigiste au Cahier du cinéma, je pense que c'est toujours le cas. Mais voilà. Mais vous voyez, ça concrétisait. Et surtout, bah, ça change le rapport que vous pouvez avoir au film, et notamment au film américain. Et par exemple, bon, on peut parler de ça si on parle des Cahiers du cinéma, puis après, on parlera peut-être d'autres films. Vous voulez parler de l'incident Starship Troopers Comment on appelle ça, du shame, je sais pas quoi. Name and shame. Name and shame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chacun de mes films. Alors il faut peut-être rappeler ce qui s'est passé. Bah, avant de rappeler ce qui s'est passé, je sais que voilà, aujourd'hui, c'est une mise au point très importante. Je sors n'importe quel de mes films où je vais faire une rétrospective là, ou même là, on fait une discussion. Je suis à peu près sûr que sur un site et tout ça, et puis il y a toujours un copain, une copine pour dire ah j'ai vu encore quelqu'un qui a dit une saloperie sur toi. Et il y a un groupe très organisé, je crois. Je ne sais pas s'ils font des réunions régulières de haters qui me prennent pour l'idiot absolu qui a dit du mal d'un film de Verhoeven qui s'appelait Starship Troopers. Et c'est suite à un papier que j'ai écrit dans ces années cahiers sur Starship Troopers, et qui pour eux est voilà, le comble en fait du papier du crétin qui n'a rien compris. Parce qu'il était sarcastique, Non, alors en fait voilà, et donc il c'est le moment de rétablir la vérité. En général des extraits de ce papier, et évidemment je passe pour un crétin qui n'a rien compris à ce film-là. Or, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, moi j'écrivais toujours, j'allais jamais en fait, j'allais pas voir les films avant leur sortie, puisque ça s'appelait le billet du spectateur, donc il fallait que je raconte ce qui se passait dans les salles, etc. Et donc, quand j'ai découvert Starship Troopers, j'ai été voir, je crois que c'était Putubiana, ça était Frédéric Strauss qui était ou Antoine Debec peut-être qui était passé Red Chef, et je leur dis mais c'est pas possible, au Cahier du cinéma, vous avez fait une notule sur Starship Troopers de 10 lignes, alors que pour moi, c'est un des plus grands films américains que j'ai vu récemment, etc. Et il me dit, bah, vas-y, t'as qu'à écrire dessus dans ton papier. Et donc, j'ai écrit, toujours sous ce truc un peu Roland Cassard, enfin, je ne sais même plus s'il était vraiment cité. Et j'ai commencé à faire un papier absolument très mal écrit, certainement, parce qu'aujourd'hui ironique, mais en essayant de démontrer que ce film Starship Troopers, qui est quand même fait pour être un blockbuster à l'origine, vous voyez ce que je veux dire, un film vraiment de castagne, avec des araignées géantes, tout ça, etc., et puis une espèce de jeunesse complètement, voilà, était en fait un grand film pour des gens dégénérés européens qui ont lu Sade et qui en fait se régalent de la cruauté sadienne de Verhoeven, du côté incroyablement sexuel et très particulier en fait du film, de la mise en scène en fait d'un sadisme comme ça sur des corps américains, d'une espèce de jeunesse comme ça où ils sont torturés et où la seule humanité émerge à un moment d'une espèce d'énorme araignée, voilà. Et donc j'écris ça pour dire bah voilà, ce qu'on prend pour un blockbuster, moi en fait je le vois comme un CD-ROM pornographique et tout ça, et donc je me moque beaucoup en fait d'un regard d'Européens sur ce genre de film qui détourne complètement la commande initiale du film pour dire qu'en gros c'était un thriller érotique passionnant, ce qui est quand même la marque absolue de Verhoeven. Voilà, vous voyez Showgirl, vous voyez voilà, où il mêle toujours vulgarité, érotisme d'une manière très forte. Mais il n'empêche que pour eux, en fait, j'ai pas vu, parce que pour eux, ce film dénonce un régime totalitaire, etc. Je pense qu'il n'a rien à faire. Moi, Verhoeven, du côté, genre, je vais dénoncer un régime totalitaire. Mais, et donc, depuis, ça me poursuit comme vraiment voilà, tout ce qu'on peut attendre de pire des cinéastes français, soi-disant intello, qui ne comprennent rien à des films. Voilà. Et c'est très, très étonnant, en fait, de se dire ça, parce que moi, j'ai écrit au Cahier du cinéma, vous voyez, c'était des chroniques, je ne me considère pas vraiment comme critique. Mais comment ça peut vous poursuivre? On a dû sortir un de ces types-là, vous savez, avant la réunion. Ouais. Et je sais que je l'aurai jusqu'à la fin de mes vies, et que même dans Wikipédia, je crois qu'il y a un truc où c'est dire ah voilà, vous voyez, c'est lui qui a dit du mal, quel crétin, etc. Et c'est vrai que quand on lit les extraits, ça semble complètement voilà, alors que c'était vraiment pour défendre le film. Et en tout cas, il trouvait comme ça, voilà. Mais bon, c'était assez drôle. Alors, dans ces années de prétendants, quels sont les films du coup vers lesquels vous portez votre attention? Bah, je me souviens aussi que ces années-là, parisiennes, en fait, c'est le moment où on a commencé à voir les films de Greg Araki. Vous voyez, une autre vague en fait d'auteurs importantes.
Larry Clark, Gus Van Sant, que j'avais déjà découvert en fait étudiant, mais qui là devient plus important parce qu'il accède aussi avec Elephant, avec Last Days, à un public plus large en fait que ses premiers films, et qui sont vraiment pour moi peut-être la dernière vague passionnante du cinéma américain, en tout cas pour lequel j'ai énormément de plus que de la tendresse en fait. C'est-à-dire que soudain c'était des gens qui racontaient exactement ce que j'avais l'impression de ressentir. Et, Ce que vous aviez envie de filmer, c'est-à-dire à la fois dans leur personnage, dans la tonalité. Dans leurs références, là-dedans il y avait aussi The Last Day of Disco. Et The Last Day of Disco, qui est un film qui n'est pas apprécié à sa juste valeur, parce que c'est pas qu'un petit film. Non, bah non, c'est des très grands films en fait, et qui sont des films très délicats. Vous voyez ce que je veux dire? Et or, on peut énormément aimer le cinéma américain et ne pas penser que la délicatesse est leur vertu cardinale. Vous voyez ce que je veux dire? On peut trouver que leur force, leur invention, leur profondeur, voilà. Mais la délicatesse, c'est pas vraiment ça. Or, ces cinéastes-là sont des cinéastes délicats. Étrangement, aussi quelqu'un comme Larry Clark. L'arrivée de Larry Clark, c'était... Alors c'est vrai que doux, c'est pas vraiment un adjectif qu'on appose sur Larry Clark. Pourquoi non, ici, il est doux parce que, en tout cas, au début, Ken Park, Kids, qui sont encore une fois des films de teenage aussi. Hein. Je pense que c'est aussi ça que j'aimais beaucoup chez Greg Araki, chez Gus Van Sant, etc. C'est des gens qui ont beaucoup filmé des acteurs et des actrices adolescentes. Alors chez Larry Clark, ça va. Là aussi, il y a une forme de sadisme très 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 fort chez Larry Clark dans la manière dont il met en scène notamment la sexualité en fait de ces adolescents, et puis ça a fini par vriller et donner des choses qui aujourd'hui sont un peu embarrassantes, mais c'était fou de se dire que, parce que vous voyez, notamment sur la sensualité, sur la représentation de la sexualité, etc., a priori le cinéma américain c'était pas pour eux, quoi. Enfin, vous voyez, les Français sont quand même plus doués pour ça, ou les Suédois, quand il y avait Bergman. C'était une manière de l'affronter vraiment frontalement, crûment, et qu'elle vienne dérégler, en fait, les films. Il y avait un truc sur le désir dans les 3-4 premiers films de Larry Clark qui était absolument affolant, de précision, de douceur, de délicatesse. Et c'était à peu près le même moment où en France, il y avait beaucoup de cinéastes femmes, notamment Catherine Breillat, qui justement allaient sur le terrain de la sexualité, de la représentation de la sexualité, mais pas du tout avec les mêmes armes. Pas du tout non plus avec les mêmes discours, hein, parce que... mais c'est vrai qu'il y a eu une vague de sensualité. Voilà. Et il y a Sofia aussi Coppola dedans. Pour moi, quand elle arrive avec Virgin Suicide, c'est pas très loin de Larry Clark. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est a priori une autre esthétique, mais là encore une fois, on est dans des récits d'adolescents, dans des récits qui sont les étouffement, oui, ou je vais être même plus cru que vous. En fait, c'est des récits de dépucelage. La majorité de ces films sont des récits de dépucelage, mais comme on les retrouve dans les comédies aussi américaines teenage, c'est toujours cette idée qu'à un moment d'essayer comme ça de cerner le moment qui serait le moment de bascule entre l'adolescence et l'âge adulte, et que ça passerait forcément par la rencontre avec le sexe. Et il me semble que là, il y a eu vraiment une émergence d'ailleurs de cinéastes qui ont continué et qui ont fait après des très grands films. Et c'était très... quand vous commencez à vouloir faire du cinéma, parce qu'à l'époque, moi, mon premier film, je l'ai tourné en 2001, donc on est vraiment juste avant. Vous vous dites, faut se dépêcher. Il faut se dépêcher parce que ça vous aviez cette sensation la peur d'arriver trop tard. Il fallait vite filmer pour faire partie de cette vague-là. Parce qu'ils étaient en train de faire des choses de surfer avec déjà bien plus intéressantes que ce que vous aviez en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc le cinéma américain, à ce moment-là, pour moi, il représentait vraiment ceux qui ont déjà un tour d'avance.
par rapport à des cinéastes français de leur génération qui sont juste mes aînés un tout petit peu, vous voyez, qui avaient fait un ou deux films avant moi et que je trouvais incroyablement incapable en fait de toute sensualité. Et donc ça a été voilà, ça a été vraiment des cinéastes très très importants et très importants dans cette idée du prétendant. Parce que à l'époque je savais pas si j'allais réussir à faire un film, mais en tout cas ça commençait il y avait une éventualité que ça se passe. Voilà. Et il y avait cette réflexion effectivement sur la sexualité. Vous aviez envie de vous attaquer à ça, comme les Américains, c'est-à-dire voilà, de vous confronter. En tout cas, c'était voilà, pour devenir un cinéaste, il fallait savoir filmer ça. Oui, alors ça, je me le suis dit après, notamment sur un film qui s'appelle Ma mère et tout ça. Et après, j'ai arrêté de filmer des scènes de sexe pendant 5 films parce que c'était atroce. Bah oui, parce que voilà, vous êtes naïf et voilà. Et oui, c'est vrai qu'en tant que jeune cinéaste, je me disais, tu seras le genre de cinéaste que tu es quand tu sauras comment filmer. Quand on verra quelle morale tu as quand tu filmes des gens nus et qui sont censés avoir du désir l'un pour l'autre. Mais c'était une assez belle période et je trouve que c'était une vraiment belle période du cinéma américain. Il y a d'autres films auxquels vous pensez dans ces années-là, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là? Juste avant de passer à l'acte, je dirais de tourner. Le dépucelage. On arrive au dépucelage. Non, je crois que c'est ces cinéastes-là qui m'intéressaient le plus. Et j'échappais à d'autres films américains. Mais vous voyez, j'avais pas encore tellement croisé des cinéastes importants qui vont arriver après. Mais pour le coup, je les aurais pas mis dans mes cinéastes préférés, alors que maintenant, c'est évident qu'ils le seraient. Les cinéastes, les grands cinéastes des années 70. Vous voyez, on n'a pas encore évoqué Coppola, on n'a pas évoqué Scorsese. Tous les nouvelles Hollywood. On n'a pas évoqué Brian De Palma parce que c'était des gens qui me touchaient moins. On a Woody Allen, il me touchait pas beaucoup à l'époque, étrangement. C'est-à-dire que prétendre au cinéma, rêver de cinéma, c'était leurs films que je pouvais aimer ou qui pouvaient m'intéresser, en fait, ne représentaient pas un idéal de cinéma pour moi. Et ça, c'est venu après. C'est venu vraiment après, quand j'ai commencé à devenir cinéaste. Alors, je vous fais vos transitions, mais d'une manière royale. Mais magnifique, sublime. Donc, on va passer aux années professionnelles, les années de réalisateur accompli. Et on va choisir ce morceau. J'y crois toujours. You can't wake up if you don't fall asleep. You can't fall in love and land on your feet. You won't smell the roses if you never plant a seed. And you can't wake up if you don't fall asleep. Alors, je peux parler un tout petit peu de cette chanson et on peut peut-être revenir plus tard sur ce film qui pour moi est une des plus grandes réussites du cinéma américain de ces dernières années. Et c'est la chanson de générique en fait d'Asteroid City, où je trouve ça quand même fou de dire aux spectateurs, voilà, vous pouvez pas vous réveiller si vous n'êtes pas endormi. Et c'est tellement une définition sublime du cinéma, de la manière de le faire comme de la manière de le regarder. Et c'est drôle parce que j'en ai même encore l'émotion. Je me souviens, mais je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'étais en écoutant cette chanson. Ouais, parce que ce film m'a bouleversé, mais vraiment bouleversé. Et quand cette chanson est arrivée à la fin, moi j'étais tout seul non, c'était à Beaubourg, au cinéma Beaubourg, dans une petite salle et tout ça. Je sais pas pourquoi j'avais traîné un peu à voir le film.
Et oui, et soudain, voilà, le cinéma américain m'a amené très très loin, souvent dans l'émotion. Et voilà, quand je dis les années professionnelles, c'est pas du tout pour dire, voilà, ça reprend un peu la phrase de Godard, voilà, les professionnels du cinéma, mais bah oui, parce que soudain, mon rapport au cinéma américain a complètement changé. Et là, vous êtes revenu vers les grands classiques. Voilà, c'est-à-dire que soudain, vous commencez à faire un film et puis vous ne savez pas comment le faire. Avant de faire un film, quand même, vous ne savez pas. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. C'est comme quand même, je sais pas, descendre de ski, mais on vous a même pas appris le chasse-neige ni rien, quoi. Quand même, vous ne connaissez rien. Vous êtes l'imposteur absolu. Vous n'avez pas les skis. Voilà, vous avez à peine les skis et vous dites action. Et vraiment, vous dites tout le monde va dire non, sortez de là, monsieur, on ne vous connaît pas. Et voilà. Et donc, voilà. Et donc, vous passez vos nuits à vous dire mais comment je vais faire cette scène, etc. Et donc, vous n'arrêtez pas d'aller regarder les films des autres. Et voilà. Et là, le cinéma américain, c'est une trousse à outils insensée. Et là, c'est là où effectivement. Scorsese. Je crois que Scorsese est certainement le cinéaste que je regarde le plus encore aujourd'hui quand je suis en tournage. Où soudain, je ne sais pas comment filmer une scène et je me rappelle dans un film, il y avait un petit peu ça, ils étaient dans un bar et tout ça. Comment il filme un bar, Scorsese? Comment il filme les groupes? Comment il filme Voilà, comment il filme une chambre? Voilà, comment il filme chez Coppola? Comment il filme une claque? Je me souvenais de la claque dans Le Parrain 2 que Pacino donne à Diane Keaton. Ça. Mais c'est hyper simple en fait. Il passe d'un gros plan à un plan large et c'est au moment de la coupe en fait que la claque impact. Ok, on va faire ça. Et donc le cinéma américain, mon rapport au cinéma américain est devenu fonctionnel, utilitaire. Vous voyez ce que je veux dire? Woody Allen. Qu'est-ce que vous lui avez pris à Woody Allen? Tellement de choses. Tellement de choses. Notamment ce truc tout con des travelling arrière de gens qui marchent dans la rue, en fait. J'en ai fait 30 000, quoi. J'ai honte. Dans Paris, les chansons d'amour, tout est filmé pareil, quoi. Avec une espèce de caméra. Bon, alors comme moi, j'avais pas les bons travelling, ça bouge beaucoup. Il y a Louis Garrel qui chante « Oh, ciel » et tout ça. Mais ça vient de Woody Allen. C'est-à-dire que soudain, vous avez des motifs, en fait, voilà. Et assez étrangement, alors que vraiment ma cinéphilie, elle est quand même beaucoup plus sur des cinéastes européens, beaucoup français et italiens. Mais pour les découpages, pour tout ça, c'est le cinéma américain. Et puis après aussi, sur certains films, voilà, par exemple, Ma mère, ça répond à Larry Clark. C'était voilà, je me souviens encore d'un plan dans Ma mère, ils descendent, il y a Isabelle Huppert, elle est avec des anciens amants, etc. Ouais. Et voilà, au petit matin, etc. Et pour moi, ça venait tellement de kids au moment où ils reviennent et tout ça, et c'est la même lumière et tout ça. Je sais, et je suis tellement heureux au moment où je le fais de me dire que je sais pas, c'est comme c'est un fétichisme, certainement, mais c'est aussi une manière de remercier. C'est une manière de... ce bonheur de retourner en arrière. Oui, et de faire un écho, parce qu'on oublie beaucoup, mais en tant que cinéaste, on est évidemment très seul, et on travaille chacun dans notre coin, etc. Mais on sait bien qu'on fait partie du même orchestre de tous les cinéastes. Et que vous soyez un très mauvais cinéaste à qui on a juste confié un petit triangle, parce qu'en gros, on sait que vous n'êtes pas très bon musicien, c'est pas grave, vous faites quand même partie de l'orchestre. Et donc, vous savez ce que le premier violon fait, etc., sans cesse. Et vous savez que vous êtes en train de jouer la même musique au même moment. Et donc, voilà, il y a des films américains comme ça qui ont été constitutionnels de certains de mes films. Et c'est sûr que Ken Park et Kids sont constitutionnels à un moment, pour moi, de m'attaquer à un film comme Ma mère et de la... d'oser même, peut-être. Comment ? Oser même aller faire Ma mère. Oui, en tout cas, c'était tous les systèmes de référence, c'était très très lié à ces films-là, voilà, c'était capital pour moi de... Et puis après, évidemment, vous arrivez avec toutes ces idées-là, et puis au tournage, vous avez quand même... Ma mère, c'était un film avec Isabelle Huppert, c'était Louis Garrel, c'était un de ses premiers rôles, il y avait aussi Emma Decaune, il y avait... Voilà, et puis à un moment tout vole en éclats parce que évidemment et heureusement, et c'est ça qui est très agréable sur un tournage, tout ce que vous avez prévu ne se passe pas comme vous aviez prévu et donc il faut inventer autre chose. Mais vous avez besoin d'être rassuré un tout petit peu au début en pensant que c'est ça que vous allez faire.
Et le cinéma américain, par exemple, a aussi énormément influencé un film beaucoup plus récent, qui est Chambre 212, avec Chiara Mastroianni et Vincent Lacoste. J'ai un trou, c'est atroce. Benjamin Biolay. Voilà, et d'autres gens. J'ai honte de moi. J'ai ton visage en tête et voilà. Bref, ça va me revenir tout de suite. J'ai cité trop de gens en trop peu de temps. Et ça, c'est vraiment une espèce soudain d'obsession pour les comédies de remariage où soudain Léo Macaré, The Awful Truth, L'incroyable vérité, et puis Q-Corps, Philadelphia Story, etc. Cary Grant. Et à un moment, je me dis, bah voilà, Chiara, la pauvre Chiara, à chaque fois, une fois, je lui dis, allez, tu vas faire Marcello Mastroianni. Une fois, là, je lui avais dit, tu vas faire Cary Grant. Un jour que je veux. Et de vouloir écrire vraiment quelque chose comme ça, et d'aller en studio, alors qu'a priori, le studio, pour moi, c'est le pire endroit où j'ai envie d'être en tant que cinéaste. Mais ça vient vraiment d'une fascination pour ces comédies américaines des années 40 qu'on a appelées les comédies de remariage. Qu'est-ce que vous aimiez particulièrement dans les screwball comédies ? C'est quoi le... C'est la vivacité des dialogues, c'est l'élégance encore. C'est cette idée de... C'est très étrange, hein, parce que quand même ces comédies, elles ont été produites en plein conflit de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, aux États-Unis, c'est vraiment au moment où, en Europe, il y avait les camps, les nazis, voilà, donc une violence soudain insensée du monde. Et eux racontent des histoires de bourgeois dans des appartements refaits dans des studios, qui se sont séparés parce qu'ils étaient trop désinvoltes et qui vont passer un film à se retrouver. Donc on pourrait trouver qu'il y a une indécence folle, dingue, alors que non, il y a au contraire une réponse à l'horreur du monde par la fantaisie, par la légèreté, une espèce de discipline absolue de légèreté. Et plus on est léger, plus on répond finalement en fait à l'absolu de l'horreur. Et surtout, on ne prétend pas en fait aller filmer la vie telle qu'elle est, parce que la vie telle qu'elle est, elle est trop violente. Elle est presque indiscernable, et que on ramène le cinéma à une prétention autre. Et ça, pour moi, c'est capital, et c'est souvent la force du cinéma américain. Je crois que c'est ça que j'aime en fait. C'est-à-dire que moi, quand je vois Cary Grant courir après Katharine Hepburn avec une peau de léopard, je sais très bien qu'ils savent en fait ce qui se passe à ce moment-là en Europe. Je sais très très bien qu'au moment du tournage, en fait, ils ont de la famille juive, voilà, qu'ils n'ont pas de nouvelles, ou qu'ils ont des gens au front, etc. Et qu'ils disent, ah non, nous on va faire cette légèreté-là. Et ça, pour moi, je trouve ça incroyablement émouvant, en fait, et beaucoup plus émouvant, et ça me touche beaucoup plus que justement les cinéastes qui prétendent soudain embrasser le monde et être capable d'être témoin du monde. En tant que cinéaste, puisque là on est dans les années professionnelles, je pense que c'est aussi pour ça que je reviens vers Woody Allen, etc. C'est que soudain, j'ai beaucoup plus d'affection sur les cinéastes en fait qui ont une idée du cinéma qui me semble beaucoup plus juste, beaucoup plus claire, beaucoup plus élégante, et qu'il y a certains cinéastes en fait non, ça me dégoûte en fait qui prétendent à quelque chose, et donc du coup ils ne m'intéressent pas. Et les cinéastes qui vous dégoûtent, ça m'intéresse aussi. Les cinéastes américains que je déteste vraiment, je sais pas. Non, c'est pas très bien de dire ça au Festival de Deauville. Non. J'ai fait partie d'un jury ici, de plusieurs jurys, donc j'en ai vu beaucoup, hein, des films américains qui m'ont déplu. Non, mais peut-être un film qui vous a mis en colère, ou qui vous a... Ah si, il y a un énorme film qui m'a mis en colère, parce qu'il a eu énormément de succès, et d'ailleurs, je crois que j'ai fait un film pour répondre à ce film. C'était Moonlight. Vous vous souvenez de Moonlight, voilà, qui est un film voilà, où on prend un jeune enfant homosexuel un peu harcelé par quand il est jeune, et puis après il est ado, etc. Et on suit comme ça une espèce de
d'acceptation à peine de l'homosexualité, soi-disant parce que comme ça touche un homme noir, etc., il le vivrait autrement et tout ça. Voilà, pour moi, il y avait une indécence absolue dans ce film. Vous avez ressenti le besoin de lui répondre. Ben, je me souviens. Oui, je crois que Plaire, aimer et courir vite vient un peu à un moment de dire non, mais on peut pas filmer l'homosexualité comme ça, c'est pas possible. Et notamment, j'en voulais beaucoup aux cinéastes en fait de jouer avec une espèce de poésie, une scène sur la plage et tout ça. Abominable, où on met la main sur la main de quelqu'un. Je dis non, c'est pas possible. Même dans Call Me by Your Name, qui est un film que j'aime bien, c'est pas possible le décadrage vers la fenêtre après qu'on ait joué avec la pêche, vous voyez, au moment où ils font l'amour. Soit on fait un film sur ça et on pense que ce désir-là est représentable et on assume cette sensualité-là, soit on le fait pas. Mais en tout cas, il y a une hypocrisie à un moment qui me semblait insupportable. Et puis, bon, dans Moonlight, il y avait beaucoup de choses. Qui pour moi représente exactement ce que je déteste aujourd'hui dans le cinéma américain. Parfois, c'est cette manière de cocher a priori toutes les cases d'un politiquement correct très fort, de proposer en même temps une esthétique assez publicitaire, en tout cas l'idée de toujours vendre les plans qu'on présente, et de finir comme ça dans un espèce de discours que ah ouais, c'est un film important qui dit des choses importantes sur aujourd'hui. Ça, voilà, cette trinité-là en général est assez synonyme pour moi d'un film qui va m'agacer beaucoup. Si ça vous fait faire des films comme Plaire, aimer et courir vite, on est content. Oui. On va vous envoyer voir de très mauvais films qui vont vous mettre Là, très c'est en drôle colère. parce que je me souviens, j'étais allé aux États-Unis pour. Voilà, on est invité des fois à faire des trucs. Et j'avais commencé à débiner un peu ce film devant des étudiants très queer, très machin et tout ça. Et. Vous a envoyé en Europe. Et ils trouvaient ça fou en fait qu'on puisse attaquer ce film, qui était pour eux un film inattaquable en fait, parce que voilà. Bref. Alors revenons au grand classique. Est-ce qu'il y a d'autres films qui sont... Je voulais juste te dire avant, j'ai toujours l'impression quand vous parlez des films que ce sont des copains, parfois des parents, des amis, des amants. Enfin, il y a quelque chose comme ça, où j'ai presque l'impression que vous parlez de personnes de votre entourage quand vous parlez de films. Alors du coup, là, voilà, quels sont les films qui vous aident à filmer, à supporter la vie aussi. Supporter la vie, malheureusement. S'il y a toujours un film de secours. Je ne crois plus beaucoup en fait, au cinéma pour mieux. Si, quand vous êtes enfant, adolescent, les films sont des refuges, ça c'est sûr. Enfin, rien que d'aller au cinéma, le geste d'aller au cinéma, de s'enfermer dans cette salle est un refuge. À partir du moment où vous devenez cinéaste, vous passez quand même des jours, des semaines, des mois à ne faire à fabriquer du cinéma ou à parler des films que vous avez faits ou à essayer de monter des films. Le moment où je vais dans la salle est rarement un moment de réconfort. Vous voyez ce que je veux dire même si, encore une fois, je suis très heureux de... là, par exemple, quand on a commencé à s'interroger sur le cinéma américain, je me suis quand même aperçu que mes films préférés des 3 dernières années étaient des films américains. Et j'étais vraiment surpris de ça parce que souvent, je ne pense pas que le cinéma américain est aussi important pour moi. Et c'était quel film ? Si on va, en fait, d'une manière déchronologique, je ne sais pas comment dire ça, à rebours, oui. À rebours. Cette année, vraiment, pour moi, le film, et d'ailleurs, c'est un cinéaste qui me passionne et où je suis très heureux de faire partie de sa génération. Parce que c'est aussi ça. C'est pas des copains. Honnêtement, moi, je connais personne. Non, je parle des films. Les voilà. films sont comme des amis. Je parle mais pas je les des connais pas du tout, les gens. vraiment de l'objet film qui mais est comme un ami. Mais je suis très heureux d'avoir à peu près le même âge que Todd Haynes et du coup de faire une carrière en parallèle de lui. Je suis très très heureux de ce truc-là. Vous voyez, c'est pas du tout de la prétention, c'est juste je suis content d'être de la même classe. Vous voyez, je suis la classe Todd Haynes, pas de la classe du niveau de Todd Haynes, mais dans une photo de classe, on a à peu près le même âge, etc. Et May December, par exemple, pour moi, est un film incroyable. Et incroyable parce qu'américain. C'est très très étrange pour moi parce que c'est sur le trouble. C'est un film avec Nathalie Portman d'ailleurs qui est dans la ville. Voilà. Et Julianne Moore. Et Julianne Moore. C'est un duo d'actrices qui se font face. C'est 2 actrices, une actrice comme ça qui vient voir soi-disant un personnage réel pour s'inspirer d'elle dans l'idée d'un film qui va se faire. Et là, l'histoire est une espèce de fait divers. Le personnage de Julianne Moore a eu une histoire d'amour avec un très jeune adolescent, 15-16 ans. Il y a eu un procès et en fait, elle a continué à avoir en sortant de prison cet adolescent et maintenant, ils ont des enfants ensemble, ils vivent ensemble.
Et c'est comment Nathalie Portman, l'actrice, vient visiter en fait cette famille. Ce film est d'une intelligence de mise en scène insensée, c'est-à-dire qu'il est, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est-à-dire que pourtant, je crois avoir l'œil relativement aguerri dans un film, et pendant très longtemps dans le film, à un moment, je me dis mais il est fou en fait, il est en train de nous dire quelque chose sur cette histoire transgressive qui est très embarrassant en fait à regarder et à la manière dont il filme. Et ce qui est très très beau en fait dans ce film, c'est que évidemment il joue aussi sur cette idée du casting, d'avoir pris 2 stars et le jeune homme qui vient plutôt de la série télé. Charles Melton qui est exceptionnel. Voilà, à un moment en fait s'empare du film. Et soudain, là, le film, et c'est dans ce sens-là que c'est très intelligent, parce que c'est très dur quand même de jouer avec une attente du spectateur pendant 1 heure, en sachant ce qui va arriver 1 heure après, mais en prenant ce risque quand même d'1 heure de film très troublant et très indécis et très incertain.